On a tous une image de ce qui est un bon médecin. On pense au savoir, à l'expérience, euh, à la précision d'un diagnostic. Mais la médecine, c'est pas toujours une science exacte, hein. Que se passe-t-il quand on entre dans les zones grises? Quand il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse évidente? Quand la décision est autant humaine que scientifique? C'est une pression immense. Comment est-ce que la profession médicale se guide elle-même à travers ce brouillard? Pour y voir plus clair, on va se pencher aujourd'hui sur une source fondamentale. C'est le code d'éthique et de professionnalisme de l'Association médicale canadienne, l'AMC. Et attention, c'est pas juste un recueil de lois. Le document lui-même le dit, c'est un guide pour un processus actif de questionnement, de réflexion et de prise de décision. Notre mission, c'est de décortiquer ce texte pour comprendre comment un médecin moderne est censé naviguer. Naviguer entre son rôle de guérisseur, de scientifique et d'acteur dans un système de santé qui est hyper complexe. C'est une vraie plongée au cœur de la conscience de toute une profession. Alors, par où on commence? Le code met tout de suite une idée sur la table, une idée qui semble presque non médicale. Il affirme que la confiance est la pierre angulaire de la relation médecin-patient. Pas la compétence, pas le savoir, mais la confiance. C'est le point de départ de tout le reste, vraiment. Et ce qui est fascinant, c'est que pour construire cette confiance, le code ne parle pas de technologie, pas de protocole, il revient à des qualités purement humaines. C'est comme si le document disait, avant d'être un technicien de la santé, soyez un humain de confiance. Et pour ça, il propose 5 piliers, 5 vertus. Des vertus, carrément. On est presque dans la philosophie, là. On y est en plein. La première, c'est la compassion. Et la définition est très active. C'est pas juste ressentir de la sympathie, mais de percevoir la souffrance et de chercher activement à la soulager. C'est un engagement. D'accord. La deuxième, c'est l'honnêteté. Dire la vérité, bien sûr, mais le code ajoute une nuance qui est cruciale. Le faire avec délicatesse et respect. La vérité, c'est pas une arme. Ce qui m'amène à la troisième, qui me semble la plus contre-intuitive dans un milieu d'experts. L'humilité. C'est peut-être la plus radicale. L'humilité, ici, c'est reconnaître les limites de son propre savoir, et même les limites de la médecine elle-même. C'est admettre qu'on n'a pas toutes les réponses. Mmh. Et ça va plus loin. C'est aussi reconnaître que les patients ont une connaissance intime, irremplaçable, de leur propre corps, de leur propre vie. Ça déconstruit complètement l'image du médecin omniscient sur son piédestal, quoi. Ça change la dynamique, c'est certain. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que les patients ne veulent pas, au fond, un médecin qui a l'air de tout savoir pour être rassuré? C'est tout le paradoxe, on veut de l'assurance, mais on a encore plus besoin de confiance. Et la confiance, la naît de l'authenticité. Un médecin qui dit ⁇ je ne sais pas, mais nous allons chercher ensemble ⁇ est souvent beaucoup plus digne de confiance qu'un médecin qui prétend tout savoir. C'est cette humilité qui ouvre la porte à une vraie collaboration. D'accord, je vois. Les deux autres vertus en découvrent directement. L'intégrité, donc la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et puis la prudence, c'est-à-dire utiliser son jugement non seulement clinique, mais aussi moral, pour prendre des décisions vraiment réfléchies. Ces 5 vertus forment un tout. Elles sont inséparables. C'est intéressant parce que ces vertus, compassion, humilité, ce sont des qualités très internes, presque des états d'âme. J'imagine que le vrai défi, c'est de les faire exister au quotidien, dans le chaos d'une clinique ou d'une urgence. Comment est-ce que le code fait ce pont entre l'intention et l'action concrète? C'est exactement la question suivante que le code aborde. Il passe des qualités personnelles aux engagements fondamentaux. Et là, le principe directeur est simple et absolu. Le bien-être du patient. Le fameux d'abord ne pas nuire. Voilà. Ça se traduit par 3 impératifs. Toujours agir dans son intérêt, tout faire pour prévenir ou réduire les préjudices, et s'assurer que les bienfaits d'une action supersent les risques. C'est l'essence du serment d'Hippocrate, mais adapté à la complexité d'aujourd'hui. Ça me fait penser à cette idée de décision partagée, dont on entend beaucoup parler. On a l'impression que le médecin n'est plus le seul capitaine à bord. Est-ce que ce code formalise ce changement de pouvoir? Complètement. Et le mot que vous utilisez, pouvoir, il est central. Le code ne parle plus de prescrire, mais de guider. Le médecin devient une sorte de conseiller expert qui met les options sur la table avec les risques et les bénéfices de la manière la plus claire possible. Mais est-ce que ça ne crée pas une tension si un patient, bien informé, choisit une option que le médecin juge, disons, sous-optimale? Absolument, et c'est là que le code est radical. Il insiste
Il faut respecter la décision d'un patient capable. L'autonomie du patient prime, même contre l'avis médical. C'est un immense changement de paradigme. Le médecin doit accepter que son rôle est d'éclairer le chemin, pas de forcer le patient à l'emprunter. Wow. Et ça doit être incroyablement difficile pour des cas plus flous. Je pense aux adolescents ou aux personnes avec des troubles cognitifs. Oui, et le code tente d'apporter des nuances. Pour les mineurs matures, donc ces adolescents qui ont la capacité de comprendre les enjeux, il faut trouver un équilibre délicat entre leur autonomie grandissante et le rôle de la famille. Pour les patients qui ne peuvent pas décider, le but est de les impliquer au maximum de leur capacité et de travailler main dans la main avec leur mandataire en se basant toujours sur les valeurs, les souhaits que la personne avait exprimés avant. On ne décide pas pour eux, on essaie de décider comme eux l'auraient fait. En lisant le document, j'ai aussi été frappé par des règles très concrètes, presque des cas d'école. Oui, il y a des balises très claires pour éviter les dérapages. Par exemple, l'interdiction formelle de toute discrimination. Ce qui devrait aller de soi, mais c'est important de le codifier. Exactement. Mais il y a aussi des choses plus subtiles, comme l'obligation de continuer les soins jusqu'à ce qu'un autre médecin prenne la relève. C'est le devoir de ne jamais abandonner un patient. C'est puissant comme idée. Ça veut dire qu'une fois que la relation de soins est établie, on ne peut pas juste dire au revoir et bonne chance. Précisément. La relation crée une responsabilité qui perdure. Et ça va jusqu'à des détails comme la règle de limiter l'autotraitement ou le traitement de sa propre famille à des cas mineurs ou urgents, et sans jamais facturer. Ah oui, pourquoi ça? L'idée est de préserver une objectivité qui est impossible quand l'affectif entre en jeu. Et enfin, il y a un engagement qui dépasse la médecine, le devoir de refuser de participer à la torture ou à tout acte cruel. Ça ancre la profession dans un respect fondamental des droits humains. On a parlé de la relation avec le patient. Mais en vous écoutant, je me dis que le code décrit une vision où le patient n'est pas une île. Il fait partie d'un contexte, d'une société. Est-ce que la responsabilité du médecin va au-delà de la personne assise en face de lui dans le bureau? C'est le troisième grand volet de ce code, et c'est essentiel. Le médecin n'est pas juste un prestataire de services individuels, il est un acteur social. Le code formalise un engagement très fort envers la justice. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler activement à réduire les inégalités en santé. C'est-à-dire les inégalités d'accès aux soins. Oui, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est aussi promouvoir un accès équitable aux ressources. Mais surtout, et c'est un point majeur, c'est reconnaître l'impact des déterminants sociaux de la santé. Le code dit explicitement qu'un médecin doit comprendre que le logement, le revenu, l'éducation, l'environnement d'une personne, tout ça a une influence énorme sur sa santé. Donc on sort du purement biologique. Exactement. Ça l'oblige à voir au-delà du symptôme et à comprendre le contexte de vie du patient. Ça change complètement la perspective. Un médecin ne traite plus seulement une maladie, mais une personne dans son écosystème. C'est une vision beaucoup plus holistique et, oui, sociale de la médecine. Et d'ailleurs, le code met les pieds dans le plat sur un sujet très précis et très actuel. Il engage les médecins à comprendre et mettre en œuvre les recommandations en matière de santé formulées dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Ah oui, quand même. Là, le code dit clairement que la profession a une responsabilité historique et active envers les communautés autochtones. C'est un engagement politique fort, inscrit noir sur blanc. C'est une responsabilité sociétale énorme. Et comment cette idée de responsabilité collective s'applique-t-elle à l'intérieur de la profession? Entre collègues, dans un milieu qu'on imagine parfois compétitif ou hiérarchique? Le code y consacre toute une section. L'idée est de cultiver des relations basées sur le respect et la dignité. Ça semble une évidence, mais le document va plus loin. Il parle de promouvoir activement la civilité et de contrer l'incivilité. C'est une reconnaissance que la qualité de l'environnement de travail, la façon dont les médecins, les infirmières, tout le personnel se traite entre eux, a un impact direct sur la sécurité des patients. Et s'il y a un problème, si un collègue a une conduite non professionnelle? C'est là qu'on retrouve un équilibre délicat. Le code impose le devoir de signaler ces conduites aux autorités compétentes pour protéger le public, mais il met en garde. Il ne faut pas porter atteinte à la réputation d'un père pour des raisons personnelles ou par simple animosité. C'est un appel à une responsabilité collective pour maintenir les standards sans transformer le milieu en chasse aux sorcières. La bienveillance et la rigueur doivent s'aller de pair. En vous écoutant, je suis frappé par le poids de tout ça. Une responsabilité envers le patient, envers la société, envers ses collègues. C'est une charge immense à porter pour un seul individu.
Comment est-ce qu'une personne peut soutenir ça sans s'épuiser complètement? Vous mettez le doigt sur le dernier chapitre du code et c'est peut-être le plus moderne et le plus surprenant. Après avoir listé tous ses devoirs envers les autres, le code se tourne vers le médecin lui-même. Il formalise un engagement envers l'autogestion de la santé et le soutien au père. Attendez, prendre soin de soi devient un devoir professionnel. Exactement. Et le point crucial, c'est que ce n'est plus vu comme un problème individuel, du genre si tu es épuisé, c'est ta faute, tu es faible. Le code parle d'une responsabilité partagée. C'est à la fois la responsabilité du médecin de veiller à son propre bien-être, mais aussi la responsabilité du système de créer des environnements de travail qui ne broient pas les gens. Concrètement, ça implique quoi? Pour les médecins, ça veut dire le devoir de connaître leurs limites, de valoriser leur santé et de savoir où trouver de l'aide pour eux-mêmes ou pour un collègue. Mais ça veut aussi dire qu'ils doivent contribuer à créer de milieux de formation et de pratique qui garantissent la sécurité physique et psychologique. Ah d'accord. Ça reconnaît que l'épuisement professionnel, le fameux burn-out, est souvent le symptôme d'un système malade, pas juste d'une fragilité personnelle. Donc, si on résume, prendre soin de soi n'est pas un luxe ou un acte égoïste, c'est une obligation éthique au même titre que de bien traiter un patient. C'est la conclusion logique et implacable. La santé du médecin est directement liée à sa capacité à offrir des soins de qualité et sécuritaires. Un soignant épuisé, en détresse, est un soignant qui risque de commettre des erreurs. Donc, en se souciant du bien-être de ceux qui soignent, on protège ultimement les patients. Le système doit prendre soin de ses soignants pour qu'ils puissent prendre soin des autres. La boucle est bouclée. En fin de compte, ce qu'on retient de cette analyse du code d'éthique de l'AMC, c'est que la médecine moderne est bien plus qu'une simple science. C'est une pratique profondément humaine qui repose sur des fondations invisibles comme la compassion et l'humilité et qui est ensuite structurée par des devoirs très clairs envers le patient, la société et même envers soi-même. Tout à fait. Le code dessine le portrait d'une profession qui doit constamment jongler. Jongler entre l'infiniment petit, la relation de confiance avec une seule personne malade, et l'infiniment grand, les enjeux de justice sociale en santé. C'est une profession qui est en constante réflexion sur son rôle et ses obligations, qui sont de plus en plus complexes. Et pour laisser notre auditoire avec une dernière réflexion, le code stipule qu'un médecin doit agir selon sa conscience, mais il affirme aussi avec force son devoir de ne jamais abandonner les patients. Ça soulève une question vertigineuse pour l'avenir. Dans un monde où la médecine évolue à toute vitesse et où les valeurs de la société changent, comment un médecin trouve-t-il l'équilibre entre sa conscience personnelle et son devoir professionnel absolu envers un patient, surtout lorsque ces deux principes semblent entrer en collision frontale?